2028, de quoi il s'agit-il? C'est une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission. Tout au long de cette émission, nous allons revenir sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, ici au Rwanda, on parle du génocide. En RDC, on commence à parler depuis un moment du Génocoste. Hier, vous avez suivi cette cérémonie au niveau du centre culturel de l'Afrique centrale où le président Tshisekedi a tenu un discours. Il est revenu sur le nombre des morts. Depuis des années, depuis que ces choses maléfiques ont commencé dans notre pays, mais il fallait continuer avec des discours chaque jour, des discours, commencer à dénoncer. Certainement, sur les terrains, les Congolais ont aussi besoin que leurs autorités, les gouvernements puissent poser des actes bénéfiques. Question d'en terminer, au lieu de commencer à faire les discours, de commencer à pleurnicher, à appeler tout le monde de venir à notre SECO, même si nous avons perdu des morts et nous continuons à perdre des gens importants, des innocents aujourd'hui à cause de cette guerre. On en parle dans cette émission, mais aussi, vous savez, depuis un moment, cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on a vu un citoyen congolais, un policier est tabassé, frappé, comme si c'est lui qui était à la base de ce qui se passe dans l'Est, parce qu'on dit, selon un témoignage de son collègue, parce qu'il aurait arrêté les cortèges de la première ministre Judith Souminois, Tuluka, qui prenait l'essence contraire. C'est pourquoi les majors chargés de la sécurité de la première ministre l'avaient arrêté. Ces messieurs, aujourd'hui, il est mort. C'est là que cela peut signifier au moment où on parle de l'état des droits dans ces pays. Si les ennemis de la RDC tuent dans l'Est, ça donne l'impression comme si même le gouvernement, les autorités congolaises elles-mêmes tuent la population ici à Kinshasa d'une manière, d'une autre interface. Vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Rolonlay, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Je souhaite également la bienvenue à notre invité du jour, M. Serge Magna. Alors, comme on a toujours l'habitude de le dire, la politique est dynamique. On n'est pas obligé de rester dans un seul parti politique, dans un seul endroit. On peut changer des partis, voulais-je dire. On peut changer des places en tout moment. C'est ce qui est le cas avec M. Serge Magna, qui est notre invité. Vous les connaissez souvent, comme une personne qui défendait à l'époque l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, il est du côté du président Jean-Marc Kabound avec son parti Alliance pour les changements. Monsieur Serge Magna, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Daniel, bonjour Madame Sarah. Rebonjour à M. Daniel, surtout bon retour. Bonjour. Merci on voit M. Daniel qui était porté disparu, finalement il est revenu. Il ne dit même rien aux téléspectateurs. Il était passé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment finalement il se retrouve là? Nous autres, on est curieux de savoir comment, c'était quoi la raison. C'est vrai qu'on ne pose pas la question aux journalistes, mais je pense que même les téléspectateurs, même les internautes s'interrogent. Il était passé où ce monsieur? Ah, j'ai commis malheureusement un accident. Et un mois que j'ai passé, un mois et quelques semaines à la maison, mais maintenant Dieu a fait que je puisse y revenir. La réponse est la grande. Ah oui. Merci beaucoup surtout pour cette opportunité. Ça me va droit au cœur que vous pensiez à ma modeste personne, que je viens de parler de nous. Il faut souligner que nous sommes de la dynamique pour un Congo nouveau. Oui. Ce n'est pas au fait... c'est ce dynamisme qui fait qu'aujourd'hui on est là, on est de l'autre côté, non. Oui, à la base, on était avec le président Vidi Chimanga, qui aujourd'hui s'est retiré de la politique. Tout simplement déçu aussi, découragé. Nous, par contre, nous sommes aussi des déçus du fait de soutenir le président Tshisekedi. Sauf qu'il y a certaines personnes qui peuvent être déçues, comme le Vidi Chimanga, mais ils ne pourront pas faire l'opposition au président Félix Tshisekedi, vu peut-être les affinités, peut-être le lien, peut-être... je ne sais pas, mais nous autres, nous avons pensé qu'il faut quand même changer de camp, être de l'autre côté et avoir sa conscience tranquille et dire des choses comme il se doit. Pourquoi vous êtes déçu du président Tshisekedi? Est-ce que c'est sa manière de faire les choses, sa manière de diriger le pays qui vous déçoit ou bien parce que sa gouvernance, ses proches, ses choix, les personnes qu'il a toujours l'habitude de nommer qui vous déçoivent? Alors, nous avons, vous savez, des fois, ça peut arriver que vous puissiez croire à quelqu'un
Nous venons de l'opposition depuis, avec du temps de Sphinx, Tshisekedi le père, qui, je pense que même à ce stade, s'il voit comment le Congo est géré, il serait aussi décis. Alors, nous avons pensé qu'une fois au pouvoir, c'est le peuple qui serait au centre de tout. On va servir le peuple. C'est ce qui explique même le slogan « Le peuple d'abord ». Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous savez, la première réussite d'un bon leader, le premier élément qu'on cote un bon leader, c'est qu'il soit en mesure de sélectionner son entourage. Et on s'est rendu compte que dans le premier mandat du chef de l'État, il avait déjà échoué dans la sélection, le casting de sélectionner son entourage. Et dès là, on s'est dit, bon, on lui avait déjà voté pour un premier mandat. Le second mandat, il a dit, votez-moi, donnez-moi ce second mandat, nous allons corriger les erreurs du passé. Ce qui était un passage aux aveux du président lui-même qui a reconnu qu'il était mal entouré. Le 20 janvier 2024. Effectivement. Alors, il a dit lui-même, c'était pour corriger les erreurs du passé. Et maintenant, quand, dès le départ, on sent qu'on ne corrige pas les erreurs du passé, on se lance au changement de la Constitution, puisqu'on s'est dit, on est en train de viser qu'il faut s'éterniser au pouvoir, on n'est pas prêt à laisser. Nous, on trouve que 10 ans, c'est trop déjà pour changer, pour poser des bonnes bases et changer une république. Ici, au Burkina, à peine 2 ans, il a réussi à changer le PIB du pays, il a réussi à changer beaucoup de choses à ces stades, à rompre certaines relations qui n'apportaient rien dans son pays. Et le Burkina, aujourd'hui, est en train de poser le beau pas de l'avancement. Et je crois que les institutions, aujourd'hui, on a baissé. Le salaire de fonctionnaires militaires et autres, aujourd'hui, on ne peut plus en parler. Vous voyez, dans 2 ans, on peut quand même faire quelque chose. On parle d'un salaire de militaire qui s'élève à un montant de $500. Ça veut dire qu'il y a eu quand même des avancées. Je crois que moi, personnellement, j'ai vu la grille tarifaire. Le dernier soldat touche, hier il touchait 240 000 francs congolais, aujourd'hui il touche 480 000 francs congolais. Le plus gradé, le colonel qui touchait 300 000 touche aujourd'hui 600 000 francs congolais. 600 000 c'est $200, environ $200 pour un colonel. Vous allez dire, il faut, quand on vient vous tenter, ne cédez pas à l'infiltration, ne cédez pas à la corruption, mais un colonel touche 600 000 francs congolais. Ce qui vaut $200. Un soldat qui touchait hier 240 000, à peu près $80, il est aujourd'hui dans le 480 000. C'est presque, vous voyez, $160, moins de $200. Un militaire touche moins de $200. Vous imaginez, vous savez, la maison ici à Kinshasa, une maison, la moyenne, je suppose que si vous êtes locataire, le minimum c'est peut-être $200, une bonne maison. Pour un papa qui a 2, 3, 4 enfants, qui touche 480 000 francs congolais. Et ils font se dire que c'est un pas. Oui, c'est un pas. Est-ce que c'est un pas qui vaut la peine? Dans un pays où Papa Molière disait le député touchait $30 000. Un député touche $30 000 et un militaire qui mouille son maillot, qui prend le risque pour mourir pour le pays, touche à peine $180. Ça, il faut se glorifier. Bon, si vraiment nous sommes dans une république où on se glorifie plus qu'un militaire, celui qui prend le risque pour le pays touche $180. Ah, j'ai dit qu'il y a un sérieux problème. Alors, un sérieux problème. Aujourd'hui, vous quittez l'Union sacrée, justement, vous parlez du comportement du président Tshisekedi. Mais pensez-vous, les vrais problèmes de Tshisekedi, ou bien les vrais problèmes, c'est son entourage, ça peut arriver que oui, comme personne puisse avoir aussi la volonté de bien faire les choses, mais les personnes qu'il nomme en tout moment n'arrivent pas à lui permettre de bien faire les choses comme beaucoup s'y attendent. Faire une erreur, c'est humain. Persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Dans le premier mandat, le président a reconnu que c'était un mandat qui était émaillé des erreurs de son entourage et qu'il devait changer son entourage. Il a promis qu'il allait corriger les erreurs du passé. Et quand des gens ne corrigent pas ces erreurs, vous voulez qu'on dise quoi? Ça veut dire que le problème, c'est lui-même, le président. Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Quand on a un bon leader, le leader donne le tonus et tout va changer. Tout doit partir du leader. Vous savez, ici à Kinshasa, à un moment donné, les jeunes se sont soulevés en attaquant les ambassades. On a su montrer que la population était d'accord pour changer certaines choses, mais il manquait un leader pour canaliser ces énergies-là. Le Congo souffre d'un leadership.
Le jour où on aura un leader fort, les choses changeront. Mais ces leaders aussi, pour pousser les jeunes, pouvaient aussi venir de l'opposition. À l'époque de Papa Tshisekedi, et vous d'ailleurs vous l'évoquez ici, quand il y avait ce genre de choses, puisqu'il était là, il poussait à chaque fois quand il parlait, ne fût-ce que de sortir une fois pour adresser des petits mots à la population, et puis les choses se faisaient d'une manière ou d'une autre. Alors nous sommes dynamiques pour un Congo nouveau, nous pensons que nous sommes en train de bâtir ce courant. Voilà pourquoi nous avons traversé aujourd'hui dans l'opposition pour que les choses changent. On s'est rendu compte que le pouvoir actuel, en commençant par Kabila, ils se sont arrangés, passez-moi le terme, c'est peut-être fort, mais d'abrutir la population congolaise. On a réussi à nous amener à avaler ce qu'on ne pouvait pas avaler. Regardez, circuler à Kinshasa, là où on vend des livres, le livre qui est le synonyme, le symbole du savoir. Les livres sont vendus aujourd'hui à même le sol. Faites un tour même vers Rond-Point Victoire, Pongabi, on vend le livre à même le sol. Grand Marché, on vend le livre à même le sol. Les lieux le plus IP où il y a la climatisation, des bonnes chaises, tout ça, ce sont des terrasses et des bars où on vend la boisson. Regardez les camions, même le camion qui amène la nourriture en RDC. Ce sont on appelle ça des Tindika Tchakal, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais. Les Tindika Tchakal. Le camion qui sont neufs, le Renault, de camions neufs là, ce sont des camions qui transportent de boissons. On a plus envoyé, on a mis la population à la merci de prendre de la boisson, de ne plus avoir le goût de lire, de bien réfléchir. Vous comprenez? Hier, dans ce pays-ci, Kofi Olobinena chantait et tout je dis bien, il a fait la prison. Et aujourd'hui, vous suivez les chansons qu'il y a, et c'est partout. C'est ce qu'on donne, en fait, c'est ce qu'on offre à notre jeunesse. Et la jeunesse aujourd'hui, s'ils pensent la boisson, s'enivrer, et c'est difficile maintenant pour que la jeunesse pense ma patrie. Et une jeunesse qui pense à sa patrie, celle-là, on ne la trompe pas, on ne la dipe pas. On ne l'amène pas à dormir comme la jeunesse est en train de dormir. Donc on se bat. Je crois que demain ou après-demain, on aura encore un autre leadership fort qui peut peut-être amener la population à dire non haut et fort face à ces réactions. Alors, M. Serge, vous dites qu'aujourd'hui, on a plutôt une jeunesse qui ne fait que penser à la boisson, ambiance et autres. Mais comment expliquez-vous que le gouvernement arrive quand même à faire confiance à cette jeunesse, la raison pour laquelle il demande même à la jeunesse de pouvoir s'enrôler à l'armée? Écoutez, madame, on ne demande pas à la jeunesse de s'enrôler quand il y a la guerre. Quand il y a la guerre, on se bat. Ce n'est pas pendant la guerre qu'on va enrôler les jeunes. Aujourd'hui, on peut avoir 1000 ou 1 million de jeunes qui viennent, ils vont dire, bon, on va s'enrôler. Et après, vous allez les former pendant combien de temps? Et ce serait quelle qualité de formation? Mais ce serait où le lieu de la formation? Arrive quand même à demander cela à la jeunesse. Le gouvernement est quand même rassuré que nous avons une jeunesse plutôt consciente. Alors, demander à ces gouvernements qui demandent à la jeunesse de s'enrôler dans l'armée, c'est s'ils ont commencé par envoyer leurs propres enfants. Écoutez, Kagame, son fils est un militaire. Mobutu, son fils était militaire. Kabila, le fait Kabila, on peut tout dire de Joseph Kabila, son fils était militaire. Vous voyez, allez ici à Brazzaville, Sassou a un fils militaire. Prenez, on peut vous citer, même en Ouganda ici, vous verrez un président avec son fils militaire. Nous avons un président ici. Son fils fait quoi? Elle venait d'embaucher sa fille comme par siècle à la présidence de la République. C'est les enfants des autres. Écoutez, madame, s'il y a la guerre aujourd'hui, nous suivons les politiciens qui demandent de l'argent et ils répliquent de l'argent. Ils veulent qu'on puisse majorer leurs conditions de vie. Ils gagnent beaucoup. Et ils demandent aux pauvres de donner leurs enfants. Les pauvres vont donner leurs enfants et après la guerre, ce qu'eux ils vont demander, ce serait des postes. Nous avons fait ça, nous avons demandé les jeunes de s'enrôler, donnez-nous ça, donnez-nous ça. Mais les pauvres qui ont donné leurs enfants ne ramasseront qu'après la guerre les cadavres de leurs enfants qui vont mourir. On ne décourage pas la jeunesse à s'enrôler, mais ce serait quelle armée? Et c'est le moment de demander à la jeunesse de s'enrôler. Et puis, nous sommes en guerre. Il faut aussi se demander si le Congo est un problème de sous-effectif. Le président de la République, le commandant suprême des FARDC, demande au président de la République l'effectif de militaires. On peut nous le dire? On n'est pas en sous-effectif face au Rwanda. Le Rwanda n'est qu'un pays on parle de 26 millions d'habitants. Nous, c'est un pays, on parle de plus de 140 millions d'habitants.
Et face à ça, on ne peut pas dire qu'on est en sous-effectif et que le Rwanda serait surpeuplé au point d'avoir autant de militaires que nous. Il faut maintenant là qu'on lance encore la campagne pour enrôler les jeunes. Non. À ce stade, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une autre politique qu'ils ont ouverte pour bouffer l'argent de l'État. Quand vous voyagez, vous avez des frais d'émission, vous avez des jetons de présence. Surtout quand c'est pour la mobilisation, vous avez encore le frais de mobilisation. Et ils bouffent. Et c'est tout. Monsieur Manière, Oui. durant l'année 2024, vous soutenez le président Tshisekedi. 2025 au début, aujourd'hui nous sommes au mois d'avril, vous soutenez toujours le président Tshisekedi. Dites-nous, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui vous a énervé en dernière position? Quel est l'acte que le président Tshisekedi a fait dernièrement, certainement, qui vous a énervé, vous poussant cette fois-ci de le laisser, de ne plus les soutenir et puis de rentrer du côté de l'opposition? Okay. Tout commence par l'intention du changement de la Constitution. Ce qui n'était pas une priorité pour nous. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. On a pensé qu'à ce stade, ce qu'il fallait faire, il fallait investir dans l'armée. Et non pas penser à changer la Constitution. Surtout pas battre cette campagne. Il a commencé à voyager partout pour battre campagne contre le changement de la Constitution. La Constitution, soit n'a pas de problème. C'est vrai, la révision constitutionnelle est constitutionnelle. De lors, on a plus de 450 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Ça peut se changer. La révision constitutionnelle peut se faire au niveau du Parlement sans qu'on batte campagne pour ça. Donc quand on veut changer la Constitution, il y a une idée derrière. Cette Constitution qui voulait changer, nous pensons que c'est pour ça. Ne pas changer cette Constitution, c'est pour ça que Rossi Mukendi est mort. C'est pour ça que Thérèse Kapangala est mort. Vous voyez? Et aujourd'hui, hier, le président s'est battu pour que cette constitution ne soit pas changée. Aujourd'hui, il finit son premier mandat et il se lance un premier mandat qui a échoué. Il se lance maintenant pour un second mandat qu'on pensait qu'il fallait peut-être mieux faire les choses. On s'est dit, on va encore mettre de moyens pour changer la constitution. Non. Nous pensons qu'on ne peut plus continuer à soutenir quelqu'un qui veut qu'il soit là. Il veut le pouvoir pour le pouvoir. Non. Je vais vous donner encore un exemple si simple. Vous pensez qu'on peut continuer à soutenir un chef qui pense qu'il faut mobiliser plus de 71 millions de dollars pour que le Congolais boive encore l'eau du puits. Je vais appeler ça en lingala Maya forage, Maya liboulou. Donc le gouvernement sérieux en plein 21e siècle qui sort l'argent de millions, oui, pour que le Congolais continue à boire. Effectivement, donc, ça parle encore mieux. Donc, le gouvernement a abîmé 6 millions. Pour que les Congolais continuent à mettre Maya les boules. Nous continuons à soutenir. Maya les robinet, oui. C'est-à-dire, hier, nous, quand on était enfant, je pouvais jouer au football, dans le terrain, au cas pembe ni robinet, au fongo liboé. Je pense que bien fait ça, on maille, mi boit quel maille na robinet. Mais quand même, tant idée à projet, on a mi pe sama qui avant, révélation bimambon, batata medimba, iba ça quand même. Bobanda il faut soutenir l'idée à l'époque quand vous souteniez le président Tshisekedi. C'était pas mauvais selon vous l'idée. Personnellement, je pensais qu'il fallait relancer la régie des eaux. Il faut mettre le moyen à la régie des eaux. Parce que c'est la plainte de la régie des eaux chaque jour. Ils n'ont pas de moyens, la vétusté de matériel. Alors, autant de millions, 71 millions, je crois que ça pouvait quand même faire quelque chose pour la régie des eaux. Mais penser qu'il faut lancer des forages où un seul forage va coûter 297 000 dollars. N'a habité dans mon Moukidini, 297 000 dollars et ça va coûter un forage. Et le chef, quand il apparaît, il dit c'est un père de famille. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur un père de la famille. Vous voyez? Un autre exemple si banal, dans un stade, on construit un autre stade. Je ne sais pas, on parle d'environ, s'il faut mettre le stade Arena et... Stade de Martyr, on construit un autre stade. Dans l'enceinte du stade de Martyr, on construit le stade Arena. Vous trouvez ça normal? Non, à un moment donné, quand vous regardez, il faut dire, non mais ça ne vaut pas la peine de soutenir quelqu'un comme ça. On voulait même construire une station-service là-bas. Bon, ce sont des histoires. Écoutez, je me suis rendu compte que la gestion de la République a été gérée comme une boutique. Lumumba disait ce pays est grand et mérite de la grandeur. À quel moment vous vous êtes rendu compte que la République était gérée comme une boutique? Mais quand je vous donne des exemples comme ça, vous vous rendez compte que c'est comme une boutique. Vous savez si vous avez une boutique, comment gérer? C'était au début de cette année? Au début de cette année, oui. Écoutez, le premier mandat, on criait déjà à la mégestion, à ce qui devait se faire. Mais quand le président dit pour ce second mandat, votez-moi, ce serait un mandat de la correction des erreurs du passé. Vous adhérez, non? Il a dit ça au mois de janvier 2024, lors de son discours. Mais vous, quand même, vous avez mis du temps pour comprendre ça et puis quitter le président Tshisekedi. Ça veut dire, tous ces moments, vous continuez à croire à ses actions, à ce qu'il disait aux Congolais. Non. Nous l'avons choisi pour un premier mandat, dans l'espoir que ce serait une réussite. Et on a vu que ça ne marchait pas. On criait à tout ce qui ne marchait pas. Et le second mandat,
C'est pour ça, il fallait faire le choix. Ça, les Congolais ne doivent pas oublier. On n'avait que Katumbi, le candidat majeur, Katumbi et le président Tshisekedi. Il nous a amené deux choses. Un, ce qu'il dit ça, c'est Moko et Betty. Je déclare la guerre. On a moindre escarmouche, je déclare la guerre au Rwanda. Ça nous arrange. On dit finalement, puisqu'il a dit on avait tout le moyen. Ça nous arrange. On dit. Entre Katumbi et Tshisekedi, choisissons Tshisekedi. Lui, au moins, quand il va venir, si ce Rwanda ose, cette fois-ci, on va faire la guerre. La deuxième des choses, il reconnaît que le premier mandat était émaillé des erreurs qu'on va corriger pendant ce mandat ici. Mais quand on trouve que finalement, ça ne va pas changer, on ne va pas continuer avec cette gestion calamiteuse. Quelles sont les erreurs que le président Tshisekedi avait commises avec son premier mandat, qu'il a répété avec ses deuxièmes mandats? La première, la plus grande des erreurs, c'est là que le chef d'un leader commence son entourage. Je l'ai dit ici, le casting de son entourage. Le président est entouré de checouleurs. Il est entouré de gens qui, hier, pouvaient... la majeure partie, ces gens de la diaspora, je l'ai dit d'ailleurs dans une espèce, les gens de la diaspora ont voulu à ma peau, mais je m'en fous, je crois que c'est ça la réalité. La diaspora y compris sa première ministre. Mais la première ministre est de la diaspora, bien sûr. Même Sama Lukonde est de la diaspora. Même le président de la République est de la diaspora. Ça, il ne faut pas oublier. Mais à l'époque, on pensait les gens qui étaient, les diasporas, les gens qui restaient dans l'Occident, c'était des gens intelligents, des gens qui pouvaient changer les choses s'ils revenaient pour diriger dans notre pays. Ils nous ont prouvé le contraire. Eh bien, l'exemple est là. On a eu un ministre de Finances comme Nicolas Kazadi, vous connaissez le bilan? Vous voyez? On a eu un premier ministre comme Sama Lukonde, vous avez vu? Et aujourd'hui, il est même président du Sénat. Vous pouvez voir comment on gère le Sénat. Il est quasiment absent. Donc, des gens qui sont payés beaucoup d'argent parce qu'ils ne foutent absolument rien. Et ils sont payés beaucoup. Ils gagnent beaucoup pour ça. Ça, on ne peut pas soutenir. Je disais, le pays est géré comme une boutique. Une boutique est gérée comment? Quand vous avez une boutique, vous vous levez un matin, vous regardez. Ah, il n'y a plus de sardines. Hein? Va au marché, va acheter un carton de sardines. Vous vous levez un matin, oh, il n'y a plus de bonbons, il faut ajouter ces bonbons, il faut ajouter ces bonbons. Oh, il n'y a plus de biscuits. On n'a pas une vision claire. C'est comme ça que les présidents se comportent. C'est comme ça que le pays est géré. Quand on se lève un matin, on dit, ah, les gens ont crié, il y a des embouteillages. Alors on va faire quoi? Finalement, on va commencer à marcher. Le boulevard. C'est comme ça, les présidents Tshisekedi se comportent. C'est comme ça que le pays est géré actuellement. On se lève un matin, on dit, ah, il y a trop d'embouteillages, on ne sait plus passer. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, le boulevard du 30 juin de 6h à 13h sera sans cynique. Et à partir de 14h, ça va, le sens va revenir normal. Ça, on dit finalement, on n'avait pas une vision. Les pays est géré comme une boutique par qui? Par l'actuel régime, le régime actuel. Donc ça ne vaut plus la peine de soutenir un tel régime. Ce régime est dirigé par qui? Par le président Tshisekedi, bien sûr. Mais voilà, ça veut dire, c'est le président Tshisekedi qui gère les pays comme une boutique. Mais je vous ai dit tantôt, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Tout devait retomber sur la tête du président de la République. Hier, quand on a tué aussi Moukendi, on disait c'est Kabila, non? Pourquoi aujourd'hui, si on dit Tshisekedi, ça va blesser? Tshisekedi a tué qui? Il a tué personne. Bon, vous avez parlé d'un roulage qui a été roué, traité comme un animal. On va y revenir, mais avant tout, parlons à présent de cet objectif Kaboun président 2028. Alors, monsieur Serge, est-ce que ce sont toujours les élections qui préoccupent les autorités dans ce pays? Alors, nous avons fait le choix dans la République de chaque fois, si nous devons avoir un chef, il faut qu'il sorte des élections. C'est ça la réalité. L'État, c'est quoi? Je crois qu'on peut nous donner des éléments, les politologues vont nous donner les éléments qui constituent l'État, mais si on veut voir ça dans le niveau le plus élevé, que je pense le plus élevé, c'est l'État, c'est un homme immatériel qui est là, que tout le monde lui confère le pouvoir, et ce pouvoir-là, c'est pour protéger les concitoyens. Vous voyez? Alors, c'est comme ça. Ce monsieur qui va commencer, qui aura pour mission protéger les concitoyens, il y arrivera comment? Il y arrivera par des élections. Et nous avons fait ce choix-là. Donc, il y a eu des élections en 2018, passation pacifique et civilisée entre Kabila et Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et en 2023, le président Félix Tshisekedi il a été encore élu pour son second mandat. En 2028, il faut qu'on organise des élections. Ce serait ça la voie. Voilà pourquoi nous autres, on a du mal à soutenir la rébellion, la voie de la rébellion. Nous pensons qu'il faut aller avec les élections. Alors, que dire de ceux qui pensent que un Louba ne peut plus occuper un poste de président de la République? Un Louba?
Oui. Non mais attendez, on organise les élections, tout le monde doit Compte postuler. tenu de l'incompétence de certaines personnes, je ne peux pas citer les gens. Je pense que ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. On a organisé les élections. Les élections, c'est tout le monde. Mais parce qu'on dira qu'il ne fera que la même chose que... Bon, si jamais il devenait président, il ne fera que la même chose que son prédécesseur, M. Tshisekedi. Ah, donc vous parlez du président Jean-Marc Kabound, c'est ça? Exactement. Parce qu'il s'agit de lui. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a donné un point de vue, comme vous l'avez dit, mais je pense que ce point de vue n'est pas bon. Quelqu'un peut être là. Nous avons, je l'ai dit, je me répète, nous avons levé l'option d'organiser des élections. Si on veut avoir un chef qui veut atteindre la magistrature suprême, il faut qu'il vienne, sorte des élections. Alors tout le monde devra postuler, en dehors de sa tribu. Notre hymne national dit unis par le sort, unis par le fort. Ça veut dire le sort a fait que nous soyons unis. Moulouba, Mungala, Moussoaili, Moutete, est-ce qu'on reflète vraiment toutes les paroles de cet hymne? On le reflète vraiment? Voilà pourquoi j'ai dit le sort. Il y a un côté uni par le sort, il y a uni par le fort. Le sort a fait que nous sommes unis. Nous devons maintenant, chacun de nous doit faire cet effort maintenant. Quand vous voyez le Congolais, vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas un seul peuple. C'est ça la réalité. C'est difficile à avaler, mais nous ne sommes pas un seul peuple. Il y a certaines personnes qui ont leur façon de marier leurs enfants. Il y a d'autres tribus pour eux, c'est le patriarcat, les autres c'est le matriarcat. Il y a des autres qui ont leur façon de manger, leur façon de boire, leur façon de faire les choses, leur façon de s'habiller. Donc nous ne sommes pas en réalité un seul peuple, mais le sort a fait que nous puissions être un seul peuple. Alors nous devons faire cet effort pour nous dire, au-delà de nos divergences tribales, soyons maintenant un seul peuple. Donc je crois que si nous devons faire cet effort-là, on ne dira pas que lui ne peut pas être candidat, Louba ne peut pas être candidat, non. C'est la compétence, la vision d'un leader qui fait qu'on puisse réussir ce que l'on veut. Alors si on choisit un leader qui n'a pas de vision, qui gère le pays, comme je disais, c'est comme une boutique, on ne va que subir ça. On se lève un matin, on gère le pays par la clameur publique. Quand la clameur publique crie sur un sort, et on va réagir. Mais parce qu'actuellement, on commence à coller cette image. On sait que si le pays est, par exemple, mal dirigé, c'est parce qu'il y a une personne de X tribu qui est à la tête, raison pour laquelle on commence à coller cette image à nos autorités. Donc, genre, Kiko Zalaïsou Namoulou-Bate, à la tête de ce pays, compte tenu de certaines incompétences. Non, ça, je ne pense pas qu'il faut l'encourager. Nous avons eu Mouzé Kabila ici, qui était un Katangé, qui a géré les pays dans un laps de temps, vous savez. C'est lui qui a construit le boulevard triomphal ici. C'est lui qui a démontré qu'à Kinshasa, il fallait désenclaver Kinshasa, n'est pas construire l'immeuble, comment on appelle ça, centre financier en plein au cœur de Gombe. Il démontrait déjà qu'on peut construire du côté de Tchangou. Il a même construit un stade là-bas, un grand marché là-bas. Donc les gens peuvent se lever un matin, certains montent vers Tchangou, d'autres quittent Tchangou, viennent vers le centre-ville. Mais quand Joseph est venu, Joseph Kabila est venu, finalement, sa gestion a été regrettable par rapport à son père. Sous son père, on avait un franc congolais qui valait à $1 américain. On payait le militaire $100. Quand un militaire touchait $100, même l'économie du pays bougeait, puisqu'il y avait la circulation monétaire. Ici, on pouvait, à la base, avant, on se mettait 5, même 2 devant le taxi, il y avait le système de rail, tout ça a été terminé. Vous voyez, ça c'était sous Mouzé. Mais quand son fils est venu, il a fait quasiment autre chose que son père. Et pourtant, c'était un père katangais et un fils katangais. Donc aujourd'hui, on avait Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Étienne Tshisekedi qui voulait d'un état de droit. Et aujourd'hui, on a Félix Tshisekedi avec ce qu'on est en train de vivre, tout autre, différent de ce que son père pensait. Donc ça n'a rien à voir avec l'être Moulouba ou quoi. La compétence, quand on l'a. La vision pour une république, quand on a une vision pour république, on a une vision pour république. Tshisekedi a la compétence? Je crois que tout Congolais voit comment on gère. Si on demandait à chaque Congolais, même vous, si on vous demandait que votre vie soit gérée comme le président Tshisekedi est en train de gérer ce pays, je ne pense pas que vous allez accepter. Tshisekedi a une vision. Je ne sais pas c'est quoi cette vision. Mais auparavant, vous l'avez soutenu, ça veut dire, vous connaissez sa vision. Effectivement, la vision sortait de l'IDPS. La vision, c'était la vision du Sphinx. Quand c'était mettre le peuple au centre de tout, faire tout pour le bien-être de la population, servir la population, ce qui n'est pas le cas. Actuellement, ils sont là, ils sont pour le 4V. S'acheter de villa, le premier V,
s'acheter de vestes, de belles vestes, s'acheter de voitures et voyager, faire de voyages, le 4V. Ils ne pensent qu'à ça, rien d'autre. Et si la population n'est plus au centre, qui est au centre, Tshisekedi lui-même? Je dis qu'au centre de ce qui se passe, ce 4, je vous ai dit, vous verrez un monsieur qui voyage tout le temps, vous voyez un monsieur toujours très bien habillé en veste, un monsieur, des gens qui s'achètent de villas aujourd'hui et des gens qui aiment rouler avec deux voitures. Vous avez déjà vu le cortège présidentiel? Oui, à plusieurs reprises. Ouais. Je crois que vous pouvez vous faire une idée. Hein. C'est normal. C'est normal. Si c'est Tous ça. les présidents du monde se promènent comme ça. Tout le président du monde. C'est pour Tshisekedi, c'est un cortège unique? Non, mais attendez. Il faut se gêner de rouler avec une Jeep de plus de 500 000 $ dans un pays où le militaire touche à peine 160 $. Vous roulez avec une Jeep de plus de 500 000 $. Ce n'est pas une seule Jeep, il faut compter de vingtaines de Jeeps qui coûtent pendant qu'un militaire touche à peine 160 $. Ça, c'est le prix ce n'est même pas le prix de la roue d'une Jeep TX. La roue d'une Jeep TX coûte plus de 200 $. Mais au premier... La roue d'une seule Jeep ouais. coûte plus de 200 $. Et le militaire touche 160 $. Le prix de la roue d'une Jeep? Oui. D'une seule Jeep. Et voyez, mettez-vous sur le boulevard, comptez le nombre de Jeeps qui passent dans un cortège. Prenez même même le cortège du gouverneur. Comptez le nombre de Jeeps qui passent. Et je vous dis bien, le salaire, rien que la roue de cette Jeep, une seule Jeep qui passe, coûte plus que le salaire d'un militaire. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans les cortèges du président? Auparavant, quand vous soutenez le président Tshisekedi lors de son premier mandat, vous appréciez quand même son cortège? On n'appréciait pas. On n'appréciait pas. Écoutez, nous, il faut aller, je l'ai dit l'autre fois quand Madame Sarah m'avait reçu, je l'ai dit, allez sur mon compte Twitter, remontez même sur les anciens tweets. Vous allez voir qu'on fustigeait certaines choses. Cette opulence, ce luxe qu'on s'offrait dans un pays où la population souffre, il y a des luxes qu'il faut se priver. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous puissiez aller du côté de Jean-Marc Kabound? Parce qu'il y a beaucoup de leaders de l'opposition dans notre pays, il y a beaucoup de partis politiques. Vous devez aussi aller chez Fayoulou avec la Mouka, les idées son parti politique. Vous devez aussi aller chez Sanga, chez Mouzoutou et tant d'autres. Pourquoi les choix de Jean-Marc Kabound aujourd'hui? Merci pour cette question que je trouve aussi vraiment pertinente. Jean-Marc Kabound, on était avec lui dans l'opposition. Nous pensons que nous, personnellement, nous avons eu le temps de suivre le président Jean-Marc Kabound d'avant le pouvoir, de pendant le pouvoir, de pendant la prison et d'après la prison. Vous avez suivi certainement, nous tous, nous avons suivi ces sorties médiatiques. Vous sentez un monsieur mature, un monsieur qui a appris, un monsieur qui s'est forgé, un monsieur qui a été brisé. Il a aujourd'hui une idée d'avant le pouvoir. Il a une idée du pouvoir, il a une idée d'après le pouvoir. Quand je dis il a une idée d'avant le pouvoir, il a une idée de quand ils étaient avec le Sphinx, comment ils pensaient si un jour on arrivait aux affaires, qu'est-ce qu'on va faire. Le discours de la réduction du train de vie des institutions, il s'est bâti même pour ça avant même qu'il parte en prison. Membre du bureau, mais il pouvait prendre de motions pour dire il faut penser à la réduction du train de vie des institutions. Alors nous pensons que s'il y a quelqu'un qui peut pérenniser, qui peut encore continuer la vision de l'installation de l'état de droit que le Sphinx Etienne Tshisekedi Wamulumba s'est bâti, je crois que Jean-Marc Kabound serait la personne la mieux placée pour pérenniser ça, puisqu'il a réussi à dire non aussi à Félix Tshisekedi qui était avec lui. Qui sortant, en tournant le dos vers tout ce qu'il y avait comme ligue, opulence, avantage, il s'est dit je tourne le dos, je pense que cette façon de gérer le pays n'est pas bonne. Et ce monsieur-là, nous pensons que nous pouvons être à côté de lui et se battre aussi pour que finalement le Congolais se retrouve demain. Fayoulou ne peut pas le faire, Sanga ne peut pas le faire, Mouzoutou ne peut pas le faire, c'est Kabound. Alors, notre choix tourné vers Kabound. Lui, au moins, il a une idée de avant le pouvoir, pendant le pouvoir, la prison également. Il a fait la prison sous ces régimes qu'ils ont construits, qui sont bâtis, se sont bâtis. Et nous avons levé l'option d'aller vers lui. Quelqu'un comme Katumbi, moi, je ne pense pas que je soutiendrai Katumbi. Non, je ne le ferai pas. Je préfère le dire comme ça, quoi qu'il en soit. Le jour où je suis allé à Lubumbashi, je vis l'aéroport. Il vous est déjà arrivé d'aller là-bas? Vous voyez l'aéroport de Lubumbashi? J'ai dit, c'est ce gouverneur qui était ici pendant plus de 12 ans avec cet aéroport.
C'était le meilleur gouverneur de l'époque. C'est lui qu'on vantait comme meilleur gouverneur. Alors, voyez juste l'aéroport. Moi, quand j'ai juste vu l'aéroport, j'ai dit, ben, finalement, on nous vendait un Katumbi. Loano. Ouais. On nous vendait Loano, mais vous allez regretter, on nous vendait un Katumbi tout autre. Aller à Lubumbashi, circuler à Lubumbashi, la majeure partie de routes de Lubumbashi ne sont que de routes de 2 bandes. Donc 4 bandes. 2 à l'aller, 2 bandes, hein, pour ne pas dire 4 bandes. Il y a une bande à l'aller et une bande de retour. C'est difficile de trouver un boulevard là-bas construit. Un boulevard de 4-6 bandes, c'est difficile. Donc vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a eu suffisamment de temps, mais qui n'a rien fait pour cette province. Lui, je ne pouvais même pas un seul instant passer aller là-bas. Alors, on va parler un peu de Mme Judith Suminwa, première ministre de la RDC jusque-là. Avant de prendre cette question liée à l'insécurité dans l'Est, cette façon de faire du gouvernement congolais, coller ça un peu avec le président, le discours du président hier pour cette cérémonie du Génécoste congolais. Madame Soumino, aujourd'hui, ça fait beaucoup de mois depuis qu'elle est au pouvoir comme première ministre. Beaucoup y pensaient quand elle était nommée. Beaucoup se disaient pour la première fois, une dame a été nommée dans ce poste. Certainement, les choses vont évoluer, les choses vont changer. Que pensez-vous de la façon de faire, de gérer de cette dame? Je pense que le choix de Madame Judith Suminwa était fait, comme je disais, on gère le pays comme une boutique. Ça veut dire on se lève un matin, on dit, mais dans l'histoire à Congo, on dirait, non, on va voter, nommer Premier ministre, moi c'était. Sous mon régime, en tout cas, au moins que j'entre dans les annales de l'histoire, je vais quand même nommer une fille. Voilà, je vais quand même nommer une femme. C'est pour ça la motivation du choix de Madame Judith Suminwa. Pourquoi? C'était lié ni à la compétence, ni à ses capacités. Puisqu'elle était ministre, avant ministre du plan. Être ministre du plan dans un gouvernement, dans le gouvernement Sama. Je crois que personne ne peut coter aujourd'hui positivement le gouvernement Sama. Alors, la ministre du plan du gouvernement Sama, c'est quand on est ministre du plan, c'est vous, au fait, qui êtes le cerveau moteur, la machine qui va faire tourner tout. C'est pourquoi on dit que c'est elle qui a mené ces fameux projets de 145 territoires. Alors, des tristes mémoires, un éléphant blanc. 145 territoires jusqu'à aujourd'hui. Depuis on attend Lumumba-Ville, moi... Donc, vous comprenez. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle a été choisie. Alors, on s'est dit, moi, personnellement, au départ, je lui donnais la confiance du doute. J'ai dit, bon, sûrement, avec son échec au ministère du Plan, cette fois-ci, elle va peut-être se battre pour changer, surtout qu'on dit que c'est la première ministre femme depuis l'histoire de la RDC. Alors, quand elle est venue, finalement... Papa m'a disait au mona wapi balana mo bébis. Atana kimia kozongela mbeba. Mo bébis. Donc quand quelqu'un a déjà échoué, vous levez l'option de lui donner encore une occasion. Mais la folie ou l'imbécilité, c'est le fait de refaire la même chose dans l'idée d'avoir un résultat différent. C'est pourquoi on dit que c'est celles les imbéciles qui ne changent pas. Effectivement. Donc on a pris Madame Suminwa. On pensait qu'on pouvait avoir un résultat satisfaisant, malheureusement non. Donc elle est là. Sa gestion est là. Aujourd'hui, elle se promène partout. Est-ce que c'était dans son programme qu'elle a défendu dans le gouvernement? On dira non. Donc c'est comme une boutique exactement. On se lève un matin, on a moni chocolat sili, que sont balazando. On a moni biscuit sili, bakisa carton. On a moni bléban et sili, bakisa. Aujourd'hui, elle est partout, alors que ce n'était même pas dans son programme. C'était quoi son programme? Et qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Ils font dans, elle a parlé de la création d'emplois pour les jeunes. Si c'est combien là, elle avait donné un chiffre soutenant l'idée des présidents Tshisekedi qu'on a oublié aujourd'hui. On ne sait pas si elle a déjà créé combien. Non, mais le président lui-même était revenu pour dire qu'on ne pense plus à ça. Il ne faut plus penser à ça. La création d'emplois, donner l'emploi à la jeunesse. Le président lui-même a dit l'État ne donne pas le travail à la jeunesse. Est-ce que c'est parce qu'il n'allait pas être capable de le faire qu'il a carrément jeté l'éponge? Non, mais tout ça, ce sont des éléments qui doivent donner raison à tout le monde. Tout celui qui aime la patrie, même s'il était du camp de l'Union sacrée, quand ils voient comment le pays est géré, il faut qu'il te dise non, on ne peut plus continuer dans ça, il faut qu'on sorte dans cette histoire. Il faut laisser cette case vide. Il faut vider cette maison, puisque en réalité, c'est une déception. Donc, Madame Judith Suminwa a carrément dessus
Mais vous aviez dit qu'elle n'a pas fait grande chose au niveau du ministère du Plan. Mais pourquoi dire encore que une fois arrivée comme étant première ministre, elle fera quelque chose? Non, des fois, on s'est dit, au début, on s'est dit, vous savez, on peut se dire, bon, on accorde quand même une seconde chance à quelqu'un. Est-ce qu'il faudra Ben, applaudir une personne sans pour autant l'avoir travaillé? Non, on n'avait pas applaudi. J'ai dit la confiance du doute. On s'est dit, je ne pense pas qu'il va faire quelque chose. Bon, puisqu'elle est déjà choisie. Bon, voyons. Peut-être qu'elle va se rétracter, elle va se dire, bon, j'ai échoué là-bas, je veux maintenant me battre ici pour rentrer quand même dans les annales de l'histoire comme une première dame, une première ministre qui va laisser des annales de pas positifs. Malheureusement, Maman Soumino est en train de nous décevoir. Pour preuve, dernièrement, on lui avait vu même sur. Là j'ai rigolé. Elle est sortie sur France 24 où elle ne maîtrisait même pas les articles de la Constitution. Elle parlait d'un article qui n'était pas dans la Constitution. Est-ce qu'elle-même, elle sait qu'elle a déçu le peuple congolais? Non, mais elle est là, elle voit. Elle voit, non? Qu'elle a déçu. L'autre fois, j'ai vu une sortie médiatique où, sur la même chaire, le ministre de la Justice est passé, il dit il y a détournement, Quand on parle du détournement de deniers publics, c'est alors qu'il s'adressait à la population face aux membres du gouvernement. Et quand Madame Judith vient, depuis la classe, tout n'a battu. Qui se sent piqué, connaît l'affaire. Depuis la classe, avec qui se l'on dit, maman Nabiso Judith, à ça, il va détourner. Non, mais qui peut détourner? Quand on parle de détournement devant le membre du gouvernement, qui peut détourner les deniers publics? Ce sont des gens qui gèrent. Le membre, la population, la jeunesse, les étudiants vont détourner comment? Le denier public. Puisqu'ils ne gèrent pas. Ce sont ceux qui gèrent, ce sont ceux qui gèrent la République qui peuvent détourner. Donc il savait à qui il s'adressait et quand elle est venue, elle s'est défoulée, elle a dit « Ego Kozala, était même depuis la classe ». Vous comprenez tout ça? Maman nous a déçus alors qu'elle pouvait peut-être, c'était une occasion pour elle d'écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'RDC. C'était mal pour le président Tshisekedi d'essayer un peu de féminiser ses postes du Premier ministre. Il ne fallait pas. Je crois que c'était à la manière de gestionnaire d'une boutique où il se lève le matin, il trouve qu'il y a un article qui n'est plus là. Un article qu'on n'a pas encore acheté, il dit bon, tout le monde y a Alpine à terre, qui s'appelle Alpine. Donc, tout votant dans le Premier ministre était dans l'histoire à Congo, tout nommé tout au Premier ministre, moi aussi. C'était pour ça. Or, s'il était question de compétences, de par son passé au ministère du Plan, il ne fallait pas. Puisque un grand pays comme la RDC, on ne peut pas se vanter d'avoir un grand programme comme 145 territoires. Le 145 territoires, construire un centre de santé dans un territoire, un bureau administratif dans un territoire, un hôpital dans un territoire, ce n'est pas une grande chose. Pour un grand pays comme la RDC, c'est une tâche propre aux administrateurs du territoire. Ce sont les administrateurs qui peuvent le faire. Pas le gouvernement national s'est vanté d'un programme comme celui-là. Écoutez, une école dans un territoire, ça vaut quoi? Vous savez ce qui représente un territoire? C'est comme un district ici à Kinshasa, comme Tchango. Vous construisez un hôpital à Tchango. Un centre de santé à Tchango, une école à Tchango, un bureau administratif. Alors vous mettez ça, je prends un exemple, vous mettez ça en Sélé. Alors un enfant qui doit quitter Massina et qui doit quitter Ndjili par exemple, ou Petro Congo, pour aller étudier là-bas, il va faire encore des kilomètres. Donc en réalité, vous n'avez rien fait. Donc ce sont des tâches révolues aux administrateurs des territoires. C'était des petites visions. La plus grande vision, vous voyez, pour un gouvernement, il fallait penser à construire comme des autoroutes qui relient des provinces, qui relient des villes, construire des chemins de fer qui relient des villes, construire comme Joe Biden était venu ici, relier l'Est à l'Ouest de la RDC par un chemin de fer ou comment on l'appelle, un corridor. Vous voyez, ce sont là des grandes réalisations qu'on peut dire, ça c'est propre au gouvernement central. Mais construire un centre de santé, une école, un bureau administratif de l'administrateur du territoire, ça on ne peut pas se vanter de ça, c'est une petite façon de voir les choses. Alors, une petite façon de voir les choses. Aujourd'hui, vous avez suivi, comme nous tous, cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on accuse les cortèges de Madame Judith Souminoa, avec un prétendu major qui aurait arrêté un policier et tabassé. Aujourd'hui, ce policier est mort. Quand vous avez vu cette vidéo-là, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais vous, de vous-même, vous êtes dit quoi? C'est bien dommage
puisque j'avais personnellement déjà suivi, bien avant, il y a une séance, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si on appelait ça séance de formation, que la Première ministre avait organisée, de mise à niveau du membre du gouvernement. Vous vous rappelez, hein? Dans ce forum-là, la Première ministre avait interdit aux membres du gouvernement d'emprunter le sens cynique. La Première ministre, Judith Suminho, avait formellement interdit aux membres du gouvernement. Il a dit que ce soit le ministre, que tu sois vice-premier ministre, tu ne peux pas emprunter le chemin, le sens cynique. Malheureusement, elle-même, cette fois-là, a pris le sens cynique. Elle a pris le sens cynique et ce suite est passé, selon ce qu'on raconte, le suite est revenu pour tabasser le pauvre roulage, comme vous voyez là. Donc, on a tabassé un monsieur, on l'a dénudé en pleine route, comme ça. Ça, vous voyez l'intention manifeste de tuer quelqu'un. Regardez, un policier qui va voler un pantalon. Vous voyez, celui-là va tirer le pantalon, il tire le pantalon, pour lui, tabasser, c'est fini, et il s'en va. Il a pris son pantalon. Vous voyez, c'est bien dommage aujourd'hui qu'on fasse ça à un policier qui est sur la route pour réglementer un monsieur qui se lève un matin, qui gagne à peine $160 le mois. Et face à des gens qui sont payés beaucoup de millions, beaucoup d'argent, des milliers de dollars, mais qui prennent le sang cynique et qui viennent tout ça pour tabasser un seul monsieur. Comme si c'était un rebelle, comme si on avait arrêté Corneille Nangaa ou Paul Kagame et qu'on était en train de frapper comme ça. Si c'était à Goma, vous aurez pris ça. Je pense que le ministre Patrick Mouya allait tenir rapidement un briefing pour montrer comment on maltraite le Congolais à l'Est. Et Moutamba allait signer un communiqué. Effectivement. Pour donner au procureur. Ça se passe ici à Kinshasa, au cœur de Kinshasa, où un agent de l'État est tabassé. Vous savez quoi, monsieur Daniel? Dans une république sérieuse, celui qui représente l'État, c'est le policier. Je ne sais pas si vous le savez. C'est le policier qui représente l'État. Ce n'est pas le président de la République. Le policier est le seul qui a le droit de... Vous venez en cours de route comme ça, il vous dit stop, mettez à côté. Il vous prive de vos droits pendant un temps. Il est le seul. Je ne parle pas d'un militaire, je ne parle pas d'un ministre, je ne parle pas du président de la République. Ni même le ministre de la Justice, c'est le policier. Même lorsqu'il le fait par des voies anormales? Non, il n'y a pas de voies anormales. Il est là, il représente l'État. Quand un policier est en route, il représente l'État. Même dans nos pays sérieux, vous pouvez venir comme ça, vous voyez un policier, il vous arrête. Messieurs, mettez à côté. Je peux contrôler votre véhicule, il contrôle le véhicule. Vous n'avez rien à dire, il représente l'État. Il contrôle le véhicule, je peux voir vos documents, il voit vos documents. Vous êtes à 5, il dit, vous allez d'abord rester ici. Et vous restez. Vous voulez parler, il dit, vous avez le droit de garder silence. Tout ce que vous dira pèsera contre vous. Et il vous amène. Ça, c'est le policier. Le policier représente l'État. Dans le pays, moi j'ai déjà été à Kigali. À Kigali, un grand carrefour comme Grand Point Victoire. Vous verrez un seul policier, un seul. Il n'est même pas armé. Il a juste sa tablette et un petit carnet. Il est là. Tout le monde passe et dit Mbila Zawana. Même en Europe, tout le monde a peur. Celui qu'on appelle Mbila en Europe, c'est le policier. Donc, il représente l'État. Quand vous venez, vous regardez, vous voyez, il y a le feu rouge. Vous respectez, vous dites Mbila Zawana. Il représente l'État. On a peur de l'État par la présence du policier sur terrain. On ne touche pas à un policier. En Europe, un policier peut arrêter même un premier ministre. Monsieur, arrêtez-vous. Je peux contrôler le véhicule de votre véhicule, le document de votre véhicule. Et je suis le ministre. Il n'a rien à voir avec le fait que vous êtes un ministre. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas à respecter nos policiers, c'est parce qu'eux-mêmes également ne se font pas respecter. Monsieur. Alors, c'est quelle qualité de policiers que nous avons d'abord, que le gouvernement a recruté, avec quelle qualité de formation qu'ils ont recruté et avec quel salaire ils sont payés. Tout ça, ce sont des éléments qui entrent en compte. Voyez la qualité des policiers recrutés, la qualité de la formation de policiers recrutés et le salaire que ces policiers sont payés. Et les conséquences sont des bavures. Alors, tout part de la qualité du recrutement. Quand vous recrutez un rebut, passez-moi le terme, peut-être c'est fort, un rebut de la société, vous vous attendez à quel résultat? Vous avez déjà vu le tenue de nos policiers en route? J'ai dit bien, le policier représente, quand vous voyez même sa tenue, il reflète l'État. C'est l'agent de l'État sur terrain. Il reflète l'État. Alors, comment on peut oser, le cortège du Premier ministre, de la Première ministre, peut oser toucher à un policier? Mais si c'est le cas, la Première ministre était vraiment dans ces cortèges-là, parce que j'attends beaucoup de choses, elle n'était pas là, c'est la Première ministre, voilà. Tout le monde dit ce qu'il pense. Mais à l'époque, souvenez-vous,
Dolly Makambo, ancienne ministre de l'Intérieur. Je voulais en revenir. À cause de ça, il y a un médecin qui a été tiré à bout portant à l'hôpital Vijana. Lui-même, Dolly Makambo, il était arrêté, y compris les policiers qui étaient mis sous sa garde. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ça, si c'est vrai, Madame Judith doit être interpellée par la justice, jugée en procédure de flagrance avec ses gardes pour qu'on puisse, parce que vous avez suivi quand même ces communiqués de la police qui parlent des enquêtes. Au nom de ces enquêtes-là, pourquoi pas l'arrêter, pourquoi pas même la demander de démissionner pour permettre à la justice de bien faire son travail. Alors, je voulais revenir là-dessus par l'exemple de Dolly Makambo. D'abord, il faut poser les bases. Hein. La première, c'est il faut savoir comment ils ont fait ça. Selon ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire le cortège est passé, le cortège a emprunté le sens unique, le monsieur a failli arrêter le cortège. Mais après, à un moment donné, ils ont ouvert la route pour que la première ministre se passe. Ils sont passés. Et c'est à son retour que le suite est revenu. À la tête du suite, c'était le major, le chef de la sécurité du Premier ministre, qui a arrêté finalement le fameux policier et qui l'ont tabassé et l'ont emmené à l'auditorat militaire. Donc, il faut d'abord se demander si c'était un cas isolé. Puisque si c'est un cas isolé, l'infraction est individuelle. Celui qui a posé l'acte devait payer de ses actes. Si c'était collectif, c'est aussi, il faut une sanction collective aussi. Mais pour ce cas ici, on parle d'une suite de la première ministre qui est revenue. Le même suite qui est passé, et c'est le même suite qui est revenu. Oui, donc, la patronne. Ce suite est supposé protéger la première ministre. Comment la première ministre peut rester sans son suite et le suite va partir? Donc elle doit être informée que son suite s'est déplacé. Le suite de première ministre ne peut se déplacer sans qu'elle ne soit informée. Soit. Est-ce qu'elle n'aurait pas dit à sa suite de revenir arrêter le monsieur qui avait à un moment donné freiné le cortège de la première ministre? Puisque je ne vois pas la première ministre se détacher de sa ceinture de sécurité qui part régler une affaire. Vous avez vu autant de policiers? C'est-à-dire tous ces policiers devaient protéger la première ministre. Comme si on avait arrêté Nanga. Alors, ils sont venus tous pour arrêter une seule personne. Moi j'ai vu même, puisque Moutamba avait mis 5 millions de dollars pour la personne qui va arrêter Nanga, je pensais que c'est Nanga qu'on avait arrêté. Non mais attendez, d'abord ça, je veux revenir dans cette parenthèse de 5 millions. Ça ici, je dis, ce cas ici pour la première ministre, je pense que la première ministre doit être impliquée. Impossible, puisqu'on a parlé de son suite. C'est pourquoi un procès public est inévitable. Il faut un procès public, c'est là qu'on va savoir elle est concernée ou pas. Mais dans l'entretemps, elle devait déposer sa démission pour ne pas créer entrave contre la justice, puisque elle ne peut pas être première ministre au même moment et être poursuivie. Et Constant Moutamba devait signer un communiqué pour ordonner au procureur. Non, Constant Moutamba est un populiste. Il attend que le réseau en parle tellement et après, pas peut-être chercher à faire quelque chose. Mais sinon, ça devait déjà se faire automatiquement. Le procureur devait s'en saisir d'office. Mais on sait tous comment est-ce que les procès publics se font ici dans notre pays. C'est plutôt en termes de mascarade. Oh, peu importe. Peu importe. Vous savez, madame, le dossier avec l'État ne pourrisse jamais. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez vous dire, bon, je suis là, c'est moi l'homme fort ou la dame forte, personne ne peut me toucher. Mais quelques années après... Plutôt que d'aller jusqu'au bout, vous préférez de la mascarade donc? Écoutez, même si on fait la mascarade, un procès peut être en haut réouvert, même plusieurs années après. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, le général Noumbe pouvait fuir la RDC? À l'époque, c'était un homme fort. Quand Chébé était mort, personne ne pouvait le toucher. Mais après, à un moment donné, on avait encore réouvert le dossier. C'est une famille qui a perdu un papa. C'est une famille qui a perdu un fils. Il y a peut-être derrière ce monsieur une dame qui a perdu le papa de ses enfants. Donc, qui demain ou après-demain suivra les choses. Donc, vous pouvez le tout faire aujourd'hui, vous pouvez nous offrir un procès de mascarade, on peut tout dire, mais le temps reste le meilleur remède. Est-ce que l'idéal pour Mme Judith Souminois serait de démissionner? C'est ce qu'il faut faire. Dans un pays sérieux, puisque si elle est Premier ministre, elle va créer l'entrave contre la justice. Elle va influencer, sa position influencera la décision de la justice. Alors, pour qu'elle soit claire, c'est mieux qu'elle se retire. On a donné l'exemple de Dolly Makambo ici. Dolly Makambo était ministre provincial de l'Intérieur. Un élément commis à sa garde a tué un âgé à l'hôpital Vijana. Dolly Makambo a fait la prison pour ça. Il y a déjà un cas de jurisprudence pour ça.
Alors, si vous voulez dire que actuellement on va cracher sur l'état de droit que Etienne Tshisekedi s'est bâti, alors faites tout ce que vous voulez, mais le temps nous dira quelque chose dans les jours à venir. Mais il faut aussi souligner une chose, ça c'est une occasion aussi pour moi d'interpeller nos éléments de la police sur terrain. C'est vrai, il y a des cas exceptionnels. Quand vous voyez des jeeps venir où il y a la police, ils bénéficient quand même d'une certaine priorité. Vous ne savez pas l'urgence qu'il y a, ils peuvent bénéficier d'une certaine priorité. Tout ça, c'est le problème de la formation aussi. Pour un agent formé, un agent qualifié qui est sur le terrain, il voit des jeeps de la police, une jeep qui vient avec des policiers. Il y a peut-être une urgence. On les appelle souvent les ayants droit. Oui, bon, on peut les appeler les ayants droit, mais ils peuvent quand même bénéficier d'une certaine mesure de clémence. Mais quoi qu'il en soit, ils ne pouvaient pas arrêter le monsieur comme ça, le tabasser. Dans un pays sérieux, vous connaissez le métier, il s'est mal comporté, vous avez vu, vous connaissez son carrefour, vous savez comment atteindre ses autorités, vous l'interpellez le moment venu, et on va le poursuivre à l'auditorat. Mais on ne vient pas l'arrêter comme ça et le tabasser. Monsieur Serge Magna, cadre du parti du président Ajamar Kaboun. Comment s'appelle encore Alliance pour le changement. Alliance pour le changement, j'ai oublié. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On termine l'émission avec cette question. Je pose quand même la dernière question pour terminer l'émission. On a parlé de Tshisekedi d'ici à un moment, on parlait des Kabila. Qu'est-ce que vous trouvez des différences dans la manière de diriger ces deux présidents, la manière de diriger les Kabila et les Tshisekedi? C'est quoi l'élément qui différencie la manière de faire les choses? Personnellement, j'aime pas parler de Kabila. Moi, généralement, quand je passe sur le plateau, il y a des gens que je choisis de ne pas parler. Des gens comme des Kabila, des gens comme des Kabouya, des gens comme des Mbata. J'aime pas parler d'eux. Kabouya, c'est un plateau. Alors, j'aime pas parler d'eux. Mais si vous pensez qu'on peut parler de Kabila, et comparer Kabila et Tshisekedi, Kabila, on peut tout dire de lui. Il a mal géré le pays, mais il a quand même posé le fondement pour une république, pour que nous soyons un État. Nous avons finalement de texte, une constitution qui est faillible certainement, qui y a des imperfections. Nous avons une police qui a des imperfections. Nous avons une armée qui a des imperfections. Nous avons des institutions qui ont des imperfections. Nous avons même cette cession d'organiser des élections pour accéder à la magistrature. Cette façon d'organiser les élections aussi qui est imparfaite. Alors, le président Tshisekedi, quand il est venu, ce qu'il devait faire, c'est travailler sur le perfectionnement de toutes ces institutions. Alors, je crois que c'est là la différence. Kabila a posé quand même des bases qui n'étaient pas si solides, si efficaces, mais le président Tshisekedi devait maintenant travailler là-dessus pour le perfectionner. C'est ça, en fait. Alors, M. Serge, c'est quoi la finalité des choses lorsqu'on a plutôt un président plaintif? Le chef, déjà, ne se plaint pas. Et lorsque lui, il est en train de le faire, c'est auprès de qui? Non, le chef doit prendre la conscience qu'il devait démissionner, rendre le tablier et puis partir, laisser la place à quelqu'un d'autre. Un chef ne se plaint pas. Quand vous suivez, aujourd'hui, vous avez suivi son discours là-bas, oui. Toujours plaintif. Il a reçu mandat de protéger la population. Ce n'est pas à lui de nous dire, on a tué 1000 morts, il y a 8000 morts, on a tué 500. Kagame a pris nos territoires. Il est même revenu au fait qui s'est passé dans les années 90, juste pour se victimiser aussi. Effectivement, ce n'est pas le chef s'assume. Quand on accède, on doit être conscient de problèmes. On accède au pouvoir pour trouver des solutions à des problèmes qui étaient déjà là. C'est ce que disait Angela Merkel. Donc, il connaissait le problème, il savait qu'on tuait en RDC, il savait qu'on avait l'ennemi comme Kagame, il savait que le Rwanda était notre agresseur permanent, il savait que l'Est du pays était à proie des attaques à tout moment. D'ailleurs, lui-même, quand il venait, il disait « Ngaïna Kagame, directeur à cabinet, na Est, il était conscient de la réalité qu'il y avait là-bas. Il n'a jamais fait ça, il n'est jamais parti là-bas pour rester là-bas longtemps, comme il l'avait promis avec son directeur de cabinet Kagame. Donc, Kamere plutôt. Donc, le chef devait s'assumer. Et puisqu'il ne s'assume pas, il doit avoir le courage de démissionner. Il doit avoir le courage de démissionner. Actuellement, s'il y a des gens qui font l'apologie, la publicité de Rwanda, la publicité de Kagame, la publicité de M23, ce ne sont pas nous, ce ne sont pas les opposants, c'est le pouvoir en place. Chaque fois qu'ils font des sorties officielles, ils nous montrent combien Kagame a pris de territoire.
Il nous montre comment Kagame est fort. Il nous montre comment Kagame a tué. Il nous montre comment Kagame a pris, vend nos minéraux, pille nos minéraux. Mais pourquoi on est là? On est là effectivement pour protéger nos minéraux, protéger l'intégrité territoriale, protéger la population. C'est pour ça qu'il est là. Quand on ne le fait pas, il faut avoir le courage de démissionner. Lui-même avait dit, rappelez-vous, tant qu'il n'y aura pas la paix à l'Est, je me dirais, je n'ai pas réussi mon mandat. C'est ce qu'il avait dit. Donc, on conclut qu'il n'a pas réussi son mandat, puisque jusque-là, il n'a pas réussi à ramener la paix là-bas. Pire encore, on a perdu encore plus de territoire qu'avant. Monsieur Serge Manin, vous concluez l'émission. Ouais, la conclusion, c'est nous sommes dynamiques pour un Congo nouveau. Nous sommes proches du président Jean-Marc Kabound. Nous pensons à un Congo nouveau. Le Congo nouveau, c'est ce Congo qui veut que le Congolais soit conscient face à leurs responsabilités. Le Congo de demain, c'est ce Congo où les gens doivent atteindre le niveau. Nous, dans la dynamique pour un Congo nouveau, nous pensons que les Congolais doivent atteindre le niveau de faire le choix entre la patrie et le parti politique. Et entre la patrie et le parti politique, il faut choisir la République. Soutenons la République, battons-nous pour le bien-être de la République et non la défense de la couleur politique ou des autorités morales. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci surtout d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, M. Daniel. Merci, Mme Sarah. Merci, M. Serge. Merci à toi aussi, Daniel, mais également à toutes ces bonnes personnes qui ont prêté leur attention pour suivre cette émission. Si la justice disparaît, ces choses sans valeur, c'est difficile et impossible que les gens puissent vivre de la bonne manière dans une société ou encore sur une terre, disait Emmanuel Kant. C'est avec cette citation que nous concluons cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À demain pour le 3e numéro de cette émission. Que vive la République, vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.